ça me rappelle quelques vieilles années, c'est mon cerveau reptilien, j'étais professeur à l'UFR STAPS d'Orsay et j'avais un amphithéâtre qui était à peu près, un peu moins gros quand même, il ne faut pas exagérer, à 8 h du matin sur les psychologies de l'apprentissage un lundi. Donc comme nous ne sommes pas lundi, j'espère que l'écoute sera aussi bonne. Bien, écoutez, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous. Alors, ce n'est pas du tout l'expert qui s'exprime, ce n'est pas l'inspecteur général. Je voulais commencer par ça, c'est tout simplement le prof. J'ai été professeur d'éducation physique et je reste professeur d'éducation physique. On reste définitivement prof. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est un choix que vous avez fait, récent, et qui va maintenant vous engager pour quelques années. Certains d'entre vous ne seront plus professeurs peut-être dans 5-10 ans, mais vous resterez prof. C'est inscrit comme cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez choisi de travailler un objet absolument fondamental, qui est la jeunesse, qui est l'enfant, qui est l'adolescent, qui est le jeune qui deviendra l'adulte de demain. Et si nous n'avions pas de prof, on n'aurait pas de jeunesse, tout simplement. En tout cas, on aurait une jeunesse sur les bras, comme dirait Daniel Hamlin. On ne l'aurait pas dans les bras, mais on l'aurait sur les bras. Donc je vous invite vraiment à investir totalement votre mission d'enseignant. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est de venir apporter ma contribution très modeste sur cette nécessité absolue que l'on a de considérer maintenant la profession enseignant non plus comme une profession ou comme une mission, mais comme un métier complexe. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous faites de longues études. Pas pour rien qu'on demande un bac plus 5 pour devenir aujourd'hui enseignant. C'est-à-dire grosso modo, c'est à peu près le même nombre d'années d'études que font un ingénieur. Un médecin en fait un peu plus, mais un médecin il voit qu'un individu. Vous allez en voir dans votre vie à peu près 7 à 8 000, j'ai calculé. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous allez les voir en plus de ça de façon collective dans des classes. Donc si c'est un métier, ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire l'économie de comprendre le monde dans lequel vous allez maintenant évoluer, qui est un monde extrêmement complexe et disparate. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre d'élèves qu'il y a dans le système scolaire? D'élèves et étudiants, hein, élèves, étudiants, apprentis, on va dire, depuis la maternelle jusqu'au niveau du baccalauréat. Ben, ces chiffres-là, vous pouvez déjà les mettre en lettres d'or au-dessus de votre tête d'oreiller, parce que quand vous vous lèverez le matin, vous penserez que vous ne serez pas tout seul. Ils sont 12 millions, à peu près. En général, un enfant naît d'un père et d'une mère. Donc ça veut dire qu'il y a 24 millions en plus de personnes qui s'intéressent à l'école, puisqu'ils ont des enfants à l'école. Ça fait 36 millions. Vous êtes à peu près 850 000 enseignants à la louche, 1 200 000 fonctionnaires s'intéressant à l'éducation nationale de près ou de loin, ou en tout cas investis dans les académies, les établissements ou ministères. Ça fait 39 millions. Et on pourrait continuer comme ça, parce que très souvent, à la sortie de l'école, ce ne sont pas les parents qui viennent chercher les enfants, c'est les grands-parents. Les parents, ils ont trop de choses à faire, il faut qu'ils travaillent. Vous rajoutez encore quelques millions. C'est-à-dire qu'en fait, l'école, c'est la nation, tout simplement. Donc quand vous prenez votre classe de 4e 2, un lundi matin, n'oubliez jamais que vous avez la nation derrière vous qui vous soutenir. Elle n'est pas un poids, elle est un soutien. Elle n'est pas un poids, elle est un soutien, je le répète. L'éducation est nationale. C'est un service de l'État, mais elle est nationale. C'est-à-dire qu'elle est l'incarnation même de la République, et notre ministre nous l'a dit, ça a été le premier mot qu'il a employé. L'éducation nationale est le creuset de la République. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord sur ce que l'on entend par République, mais il n'empêche que l'éducation nationale, depuis qu'elle a été créée, c'est-à-dire maintenant depuis quelques siècles, n'a eu comme autre objectif que de construire la nation. Alors quand on parle de nation et à cette taille-là, eh bien on ne peut pas ne pas parler de climat. Parce que le climat, c'est une somme de météo. Et la nation, c'est une somme de petites choses qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble. L'ambition, je suis tenté qu'on peut parler d'ambition de la délégation ministérielle dont j'ai la lourde charge depuis maintenant 2015. Vous remarquerez que délégation ministérielle en charge de la lutte et de la prévention des violences en milieu scolaire, généralement quand on a dit ça, ça crée un calme et une sérénité totale. D'abord c'est long, et deuxièmement ça veut dire qu'encore une fois l'institution a un rapport très en creux de ce qu'est l'école. Pourquoi parle-t-on de violence ? Je vais vous donner un chiffre, et celui-ci, c'est le deuxième chiffre que vous allez mettre au-dessus de votre tête d'oreiller. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait des enquêtes, depuis à peu près maintenant 2011, sur le climat scolaire et le bien-être des gamins à l'école, à la louche, plus de 9 enfants sur 10 vous disent qu'ils sont très bien à l'école. 9 sur 10.
s'il y a un homme politique qui peut se targuer d'avoir 90% de satisfecit à l'issue de son mandat électif, amenez-le-moi, je veux le découvrir. 9 sur 10. Je ne suis pas certain que si on faisait passer cette enquête au niveau des hôpitaux, on aurait le même satisfecit. Je ne suis pas certain qu'au niveau de la justice, on aurait le même satisfecit. C'est-à-dire que finalement, les usagers de l'école, que sont les élèves, eh bien, sont contents de venir à l'école et ils sont plus de ça très contents de voir les profs. Alors ça, c'est encore plus intéressant. C'est que quand on les interroge un peu plus en profondeur, on leur dit, mais finalement, pourquoi? Il y a deux raisons qui viennent spontanément. La première, et vous la connaissez, puisque ça fait pas très longtemps que vous avez quitté quand même l'école, eh bien, c'est tout simplement pour trouver des potes, se faire des copains. C'est pour construire du réseau social. C'est donc pour faire du climat. C'est pour retrouver là un lieu de convivialité entre pairs, PAIR, qui permettent de se construire socialement dans le regard de l'autre et dans ce que l'on va faire avec l'autre. La deuxième raison qu'ils invoquent, on pourrait être étonné, ben c'est tout simplement pour apprendre. Alors, vous avez un dernier numéro de Sciences Humaines qui vient de sortir, je vous invite d'ailleurs, je ne fais pas de publicité, j'ai aucune action sur les sciences humaines. Comment apprend-on? Si vous faites un petit peu attention à la littérature aujourd'hui et je dirais au débat sur l'école, on est en train de placer le débat de à quoi sert l'école à comment apprend-on à l'école. Enfin, on va se poser la question des apprentissages et pour cause, quand les enfants viennent à l'école, ils viennent pour apprendre. C'est ce qu'ils veulent. Donc ils ne veulent pas des enseignants qui enseignent, ils veulent des enseignants qui fassent apprendre. Et c'est la troisième chose que vous allez noter au-dessus de votre tête d'oreiller. C'est que si vous rentrez dans votre classe pour enseigner votre discipline, ce sera bien pour vous, mais ce ne sera pas bien pour les élèves. Par contre, si vous rentrez dans votre classe pour faire apprendre votre discipline, alors là, ça sera peut-être plus difficile pour vous, mais ce sera fondamental pour vos élèves. Parce que vous pouvez faire un très beau cours et avoir 35 élèves qui n'apprennent rien. Vous pouvez faire un cours extrêmement mauvais, pour vous, parce que vous êtes votre premier évaluateur, et avoir des élèves qui se sont régalés. J'ai vécu l'expérience. N'oubliez jamais que votre interlocuteur le plus important, ce n'est pas vous-même, ni vos petits collègues, c'est d'abord et avant tout les élèves que vous avez en face de vous, et qui ont besoin que d'une seule chose, c'est que vous les mettiez en situation d'apprentissage. Et pour remettre les élèves en situation d'apprentissage, il faut des conditions pour cela. Vous avez passé des examens, vous avez passé des concours. Vous savez que sous certaines conditions, vous apprenez mieux. Sous d'autres conditions, vous apprenez moins bien. Sous certaines conditions, certains cours que vous avez pu avoir dans vos amphithéâtres ou dans vos salles de classe depuis la maternelle ont fait quelque chose de vous. D'autres cours vous ont profondément déçu, voire éventuellement éloigné de l'école. Alors, après avoir donné quelques éléments très génériques, je voudrais simplement vous alerter sur une petite étude faite par Catherine Blaya. Je ne vais pas faire beaucoup de chiffres, je vous les donnerai, il y en a partout des chiffres sur le climat scolaire. Mais Catherine Blaya a fait une petite étude sur les décrocheurs. Vous savez, le décrochage, c'est le cancer de l'école. Hein. C'est le cancer de la société aussi. Parce que si un élève sur 10 se dit harcelé à l'école, 1 sur 10, c'est pas rien. C'est-à-dire, vous prenez une classe de 30, il y en a déjà 3 là. Il faut le savoir. Même si vous ne l'avez pas repéré, repérez-les, parce qu'ils y sont. Les statistiques sont indéniables. Eh bien, si un élève sur 10 est harcelé dans l'ensemble du système scolaire, ça fait déjà beaucoup, n'oubliez pas qu'il y en a 1 sur 5 dans votre classe qui va quitter le système scolaire sans diplôme ni qualification. Et là, ça fait beaucoup plus. Par génération. Par génération. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que vous allez rester dans les bahuts, mais les élèves vont passer. C'est des générations qui passent. Vous avez une idée à peu près du nombre d'enfants que représente une génération? 4e chiffre. 750 000. C'est une grosse ville, hein, tous les ans qui arrivent en classe. 750 000 jeunes rentrent dans notre système scolaire tous les ans. Et bien sûr, ces 750 000, vous en avez 150 000 qui, d'ores et déjà, n'auront ni diplôme ni qualification. Un peu moins maintenant, paraît-il. On a affiné les chiffres. Mais ça n'empêche. C'est juste pas possible. Donc, vous voyez bien que, quand Catherine Blaya a fait cette étude, elle a essayé d'analyser quelque chose de très intéressant, c'est les causes, finalement. Pourquoi ces gamins échouent-ils à l'école? Alors, je vais vous le livrer, parce que ça, c'est quelque chose, là aussi, qu'il va falloir garder en tête.
Je vous les livre dans l'ordre, je dirais, de supériorité. La première chose qui vient, la première cause, je n'aime pas la matière. Pour 16,9% des élèves. 17% des élèves abandonnent l'école parce qu'ils n'aiment pas une matière. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que le grand combat que je mène, et je remercie David d'en avoir fait un peu état, c'est de dire que ce n'est pas tellement la question du climat scolaire comme condition des apprentissages qui est premier. C'est la question des apprentissages qui est première sur le climat scolaire. C'est-à-dire que ça commence dans la classe, dans la discipline, avec vos élèves. C'est là que ça commence. On peut avoir un climat scolaire extrêmement serein dans un établissement, tout va bien, on fait des kermesses, on fait des voyages, on s'entend bien, on fait des bouffes ensemble. Mais le petit gamin qui rentre dans cet établissement, il a une chance sur 5 de ne pas finir son cursus. Sans que ça gêne personne. Tout va bien. 17% des jeunes décrocheurs vous disent « Si je décroche, c'est parce qu'à un moment donné, je n'aime pas une matière. » Alors par pitié, quand vous ferez des conseils de classe, ne dites pas « Il n'aime pas ma matière ». Et je vois certains chefs d'établissement sourire. On l'a entendu et on l'entend encore. Il n'aime pas ma matière, c'est pas de ma faute. C'est de la sienne. Deuxième cause de décrochage. Mais vous allez voir quand même que là, c'est moins drôle. J'aime pas le prof. Pour 15,5% des élèves. Ça veut dire qu'un élève, à un moment donné dans son parcours scolaire, a rencontré un enseignant, une enseignante, qui n'a pas aimé. Et ça a été le déclencheur de tout un processus de décrochage. Je vous fais grâce de l'approche qualitative de cette recherche parce que Catherine Blaya a mené des entretiens semi-directifs sur les jeunes et elle a donc reçu la parole de l'enfant. C'est dramatique, ce que l'enfant peut dire de l'école. Vous avez un autre chercheur, et je vous invite à aller lire ses travaux, c'est Christophe Marcelier, inspecteur général établissement et vie scolaire, qui a fait une très belle étude sur ses étudiants de master, justement. Il était à La Réunion, il ne savait pas quoi faire avec ses étudiants, donc il leur a fait raconter leur parcours scolaire. Eh bien, même chez vous, qui êtes normalement, je dirais, les représentants de la réussite scolaire, de ce qui fait l'excellence de l'école, même chez vous, il y a des blessures irréversibles qui sont liées à des rencontres au fil de l'eau de votre parcours scolaire. Les étudiants de l'ESP racontant tel ou tel cours de telle ou telle discipline, ça fait mal. Pendant 2 pages, l'étudiant explique les raisons pour lesquelles définitivement, il ne peut plus entendre parler de telle ou telle discipline. Comment voulez-vous que les enseignants puissent travailler ensemble si au sein même de votre collectif, certaines et certains d'entre vous ne pourront jamais parler à un autre collectif parce que c'est juste pas possible. Parce que moi, j'ai vécu dans mes chairs une souffrance terrible, confronté à tel enseignant ou confronté à telle matière. Donc ça veut dire, et je continue, troisième cause, je n'aime pas l'école pour 13,7% des enfants. Quand on fait une étude un peu plus fine sur ces 13,7% d'enfants décrocheurs, on retrouve nos harcelés là. C'est pas qu'ils n'aiment pas l'école, c'est qu'ils n'aiment pas aller à l'école. C'est qu'ils ont peur d'aller à l'école. C'est qu'ils ne trouvent pas à l'école les relais nécessaires et suffisants d'adultes permettant de leur garantir une certaine sécurité. Tout à l'heure, David vous parlait de la sécurité. La question de la sécurité est l'affaire de tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suppose que les unes et les autres, les uns et les autres, vous avez pris fonction dans vos établissements scolaires. Ça veut dire que quand on arrive pour un cours à 8h15, à 8h15, on n'a pas assuré la sécurité dans l'établissement. On a assuré sa propre sécurité. Mais on a mis en insécurité les enfants parce que sa non-présence au moment où les enfants arrivent à l'école, en soi, est un défaut de surveillance. Je suis un adulte, je dois être là pour accueillir les enfants à l'école, quel que soit mon statut, quelle que soit ma fonction.
Regardez bien à l'entrée de vos établissements scolaires. Qui retrouve-t-on au portail? Le chef, la chef. Le CPE. Très peu d'enseignants. Très peu d'enseignants. L'enseignant, il est dans la salle des profs. Qui est une hérésie totale, d'ailleurs, entre parenthèses. Non, l'enseignant ne doit pas être dans la salle des profs. L'enseignant, il doit être dans l'établissement. Il est là pour accueillir les élèves. Prenez dans le premier degré, les professeurs des écoles assurent l'accueil de leurs enfants. Pourquoi dans le second degré? Vous vous rendez compte, un gamin de CM2, au mois de juin, il est accueilli par son professeur des écoles, il arrive en septembre, personne. Et il découvre son prof en allant dans la salle B53, au fin fond du couloir 52. Et il arrive, il dit « Ah, ça c'est un prof de maths. » Bon, très bien. Oui, ça vous fait sourire, mais c'est ça qu'il faut qu'on change. C'est pas compliqué ce qu'il y a à changer, je terminerai mon propos là-dessus. C'est simplement changer sa façon d'être au monde éducatif, son rapport aux autres, le temps que l'on dédie à la jeunesse. Dernier point que je voulais souligner sur l'enquête de Blaya. Blaya dit il y a un autre facteur qui contribue chez les élèves, c'est que le prof ne m'aime pas. Pour 7% des élèves. J'abandonne parce que j'ai ressenti que le prof ne m'aimait pas. Alors parfois c'est un ressenti douloureux, et je suis certaine et certain que d'entre vous ont vécu cela, c'est la lecture du bulletin. 4 sur 20 n'a rien compris à rien. Déjà 4 sur 20, on pouvait s'en douter. Mais en plus de ça, quand on met la deuxième couche, ah ben là, c'est que vraiment, il ne m'aime pas. Vous avez une très belle étude d'Olivier Houdet sur l'inhibition comme principe d'apprentissage. Apprenez à vous inhiber avant d'écrire quelque chose sur un enfant. Faites attention à ce que vous écrivez. Parce que n'oubliez jamais que ça pourrait être vous, de l'autre côté. C'est fondamental. L'école n'est pas là pour faire du mal. L'école est là pour accompagner. Alors quand j'ai dit ça, c'était le point de vue de l'élève. Alors, deuxième raison pour laquelle la question du climat scolaire est au cœur de notre préoccupation et de votre préoccupation, j'en suis persuadé, à partir de ce soir. Et là, ça va vous concerner directement et ça va aller dans le bon sens pour vous, vous allez voir. Là, pour l'instant, je vous ai mis un petit peu de poids sur les épaules, maintenant je vais vous alléger. Et vous allez voir pourquoi, parce que là, ça relève de la responsabilité de l'institution, la table des commandants, là. C'est-à-dire nous, vis-à-vis de vous. D'abord, je suis très heureux de voir qu'il n'y a pas que des étudiants qui sont dans la salle, il y a aussi des personnels de direction. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on est tous normalement là pour apprendre et toute notre vie, quel que soit notre statut. D'ailleurs, je rêve un jour de voir des profs enseigner à des chefs d'établissement. Après tout. Enseigner sa discipline, c'est bien, mais l'enseigner à des chefs d'établissement, c'est mieux, mais parce que tous les chefs n'ont pas été profs, après tout. Et ils ont peut-être aussi des choses à apprendre sur le geste professionnel de l'enseignant. Alors là, cette fois-ci, je vais faire référence à une enquête de l'OCDE. L'OCDE, le grand chantre du libéralisme, vous savez, hein, celui qui veut à tout prix faire la preuve qu'il faut détruire les États pour mieux reconstruire la société. D'Éric Charbonnier. Ça aussi, c'est une hérésie totale. L'OCDE dit des choses très intéressantes et vous allez voir que ça vous concerne. Quand on compare on fait des comparaisons internationales sur le système scolaire, et en particulier versus personnel. Je le cite in extenso dans le texte. Les enseignants français sont les moins bien formés en pédagogie dans le premier et le second degré. Chers collègues, il va falloir s'y mettre. Les enseignants français sont les moins bien formés en pédagogie. Je n'ai pas dit en didactique, j'ai dit en pédagogie. Ça veut dire que les enseignants français sont les moins bien formés à mettre au travail les élèves. Parce que normalement, un prof, c'est d'abord et avant tout un fainéant en classe et un travailleur en dehors de la classe. C'est un fainéant en classe parce que normalement, il doit pas travailler, il doit faire travailler. Plus il travaille, plus il y a de chances que les élèves ne travaillent pas. Moins il travaille, plus il a de chances de pouvoir observer les élèves au travail.
C'est le Graal. Quand on dit « Ah, ce prof, qu'est-ce qu'il est bon !» Bah oui, parce qu'il sort de cours, en général, il est à peu près dans le même état que lorsqu'il est rentré. Et en plus de ça, ce sont les élèves qui sont épuisés. Il a été bon, celui-là. Et puis, l'autre enseignant qui sort un peu tordu dans tous les sens, par la classe. Et puis, des élèves qui sortent rayonnants, mais qui n'ont rien fait du tout. Voilà, la différence entre l'expert et le novice. Il y a des experts dans la salle déjà, il y a quelques novices, certainement. Et le but du jeu, c'est de vous faire monter en expertise sur la pédagogie. Et vous allez voir que le climat scolaire va pouvoir vous y aider. J'en suis persuadé. Deuxième chose que nous dit Éric Charbonnier, et là, ça vous concerne tout de suite et maintenant. Dès demain, quand vous retournerez vos établissements scolaires, il faudra y penser. La coopération interprofessionnelle dans les unités éducatives est trop ou très insuffisante en France. La coopération interprofessionnelle, c'est un terme très technique, hein, dans les unités éducatives est trop ou très insuffisante. J'ai pas mis, c'est pas moi qui ai rajouté le trait, hein, c'est l'OCDE qui le dit. Ça veut dire quoi en termes plus communs? Bah, ça veut dire que tout simplement, vous ne savez pas travailler ensemble. Alors vous demandez à des élèves de travailler ensemble dans vos classes, mais quand vous allez en salle des profs, bah là c'est plus possible, on ne travaille pas ensemble. Il y a des clivages, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est comme les gamins, quand vous avez deux gamins qui se coltinent dans la cour de récréation, c'est pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Vous vous aimez pas? Oui. Depuis quand? Je sais pas. Ça date. Ben, dans une salle des profs, c'est pareil. Pourquoi vous discutez pas entre vous? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Mais je parle pas. Ou je travaille pas avec. Eh bien ça, c'est votre job. Cette nouvelle génération qui rentre, et je suis très heureux que l'ESP de Clermont-Ferrand nous donne cette possibilité-là, et j'espère que les 30 SP de France nous donneront cette possibilité-là. Votre seule préoccupation, c'est d'aller vers l'autre et de comprendre comment travaille l'autre. Vous savez, aujourd'hui, vous avez un tas d'ouvrages sur le bien-être. Tous les étés, on a nos ouvrages. Alors, un coup, c'est le zénisme, un coup, c'est le bien-être, un coup, c'est le vivre ensemble. Alors, on lit ça, on s'abreuve de cela, on dit oh, « qu'est-ce que c'est bon !» Alors, c'est marrant parce qu'on lit tous le même bouquin, mais chacun de son côté, en fait. Eh bien, vivre ensemble, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce qu'on peut vivre ensemble autant qu'on veut sans jamais, à un moment donné, s'adresser à l'autre. C'est pas compliqué de vivre ensemble. Vraiment pas compliqué. On va être 6 milliards sur Terre, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Vous m'excuserez. Par contre, faire ensemble. Construire ensemble. Ah là, c'est pas la même. Parce que si en plus de ça, dès le départ, on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut construire, il va falloir trouver un plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire travailler ensemble. Vous ne pourrez pas comprendre la nécessité de faire collaborer les élèves dans vos classes si vous-même vous n'êtes pas dans un état collaboratif avec vos pairs. Et quand vous allez prendre conscience que la collaboration est un des facteurs clés des apprentissages, tout d'un coup, votre environnement professionnel et votre environnement de classe va changer nécessairement. Troisième remarque de l'OCDE. Les enseignants sont insuffisamment accompagnés et formés au cours de leur carrière. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est une enquête internationale comparative. C'est-à-dire qu'en fait, on est persuadé dans notre système scolaire français que le diplôme suffit pour les 42 annuités qu'il vous reste à faire dans votre système scolaire. Comme si quelque part, le diplôme vous donnait une autorisation à vie, parce que c'est une vie, 42 ans quand même, sans avoir nécessairement besoin de vous amener à revenir vous former. Dès l'année prochaine et les années suivantes, vous ne pouvez pas faire l'économie de retourner en formation. Et quand je dis formation, ce n'est pas nécessairement et uniquement celle proposée par l'académie, mais c'est se mettre au travail en permanence, sans arrêt se mettre en situation d'apprentissage. Pourquoi? Parce que plus vous serez vous-même en situation d'apprentissage, plus vous comprendrez la difficulté que les enfants ont à être en situation d'apprentissage. Donc, posez-vous les obstacles, résolvez-les, travaillez pour cela. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, du côté des élèves, ça va plutôt bien, mais pour ceux qui vont mal, c'est quand même en grande partie à cause de l'école et à ceux qui l'incarnent. Du côté des enseignants, l'institution ne vous soutient pas dans votre professionnalité.
Donc il est impératif, et c'est un impératif catégorique, parce que si on ne le fait pas maintenant, ça va peser lourdement sur les générations à venir. Il est donc un impératif catégorique de travailler avec vous sur votre professionnalité. Alors, qu'est-ce que le climat scolaire? Vous ne prenez pas la définition, mais lisez-la plutôt et essayez d'en comprendre le sens. C'est toujours pareil. Faites la même chose avec vos élèves. Ne leur demandez pas d'écrire, demandez à leur de comprendre. Lire, écrire et compter, c'est bien. Comprendre, c'est mieux. D'accord? Que nous dit Éric de Barbieux? De Barbieux étant le sociologue français qui a travaillé depuis les années 90 sur les questions de violence scolaire et qui a conclu ses travaux dans les années 2010-2012 sur la question du climat scolaire. C'est une notion qui nous vient plutôt des États-Unis, plutôt en tout cas du continent anglo-saxon. Le climat scolaire reflète le jugement. Le jugement, c'est-à-dire que dans le climat scolaire, il y a une notion extrêmement intersubjective, qu'ont les parents, les élèves et les éducateurs de leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école. Cette notion ne repose pas sur une simple perception individuelle, mais sur une expérience subjective de la vie scolaire qui prend en compte non pas l'individu, mais l'école en tant que groupe élargi. 3 mots-clés là-dedans à retenir. La subjectivité, la complexité et la collectivité. Le climat scolaire est une affaire subjective. Certes, la recherche peut l'objectiver, mais jusqu'à un certain point. On ne peut jamais savoir véritablement si l'enquête permet de refléter la totalité de la réalité. Une enquête ne reflète qu'une représentation du réel. C'est justement toute la problématique des sciences sociales. Elles ne font que refléter le réel. La complexité, je renvoie aux travaux d'Edgar Morin, la complexité, c'est 3 choses. Un système est dit complexe quand à un moment donné il est imprévisible, et Dieu sait qu'une classe est imprévisible, et qu'un établissement aussi d'ailleurs. Trouvez-moi un chef d'établissement en vous disant à 8 h du matin, ça va rouler tout seul. En général, il vous le dit plutôt à 18 h. Il dit, ça a roulé. L'imprévisibilité est un élément clé, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont vous échapper, mesdames et messieurs. C'est normal. C'est l'humain, ça. Et l'humain a toujours marché de travers, jamais tout droit, heureusement pour nous d'ailleurs. Donc des choses qui sont imprévisibles, c'est des choses qui vous permettent de dire, après tout, j'ai aussi moi droit à l'erreur. Donc me voilà soulagé du côté de ma culpabilité kantienne. Il n'y a pas de raison pure à l'école, il n'y a que des raisons pratiques. Donc l'imprévisibilité est un élément clé de la complexité. Deuxième élément de complexité, c'est ce qu'on appelle la récursivité. Qu'est-ce que la récursivité? La récursivité, c'est quand un objectif devient une cause et la cause un objectif. Je prends un exemple. J'enseigne les lettres. Je suis persuadé que l'accord du participe passé, la cause, va permettre de transformer la compréhension d'un texte, les faits. D'accord? Ça va là? Je dis pas trop de bêtises pour l'instant. Je vous ai dit, j'ai pas pris en EPS. J'aurais pu, c'était plus facile. Eh bien, des fois, c'est la compréhension du texte qui va permettre d'appréhender mieux les règles de grammaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous pensez aller dans un sens peut aussi aller dans l'autre sens. La récursivité, c'est ça. Et dans un modèle complexe, c'est quelque chose qui va jusqu'à des effets macroscopiques, c'est ce qu'on appelle les effets papillons dans l'établissement, c'est-à-dire une petite cause dans un coin peut avoir un très grand effet à un autre coin. Tout ce que vous allez faire avec vos élèves, pas tout ce que vous allez dire, mais tout ce que vous allez faire et faire à vos élèves, peuvent être la cause d'effets qui eux-mêmes pourront être la cause d'autre chose. Et cette récursivité permanente est un élément de complexité supplémentaire. Donc par pitié, préparez moins vos cours, mais préparez plus vos bilans de cours. Parce que vous allez vous rendre compte qu'entre la cause que vous étiez supposé avoir un effet, eh bien, il y a des effets
non supposées qui ont des causes insoupçonnées. C'est bien dans le bilan de l'activité des élèves que vous allez trouver des réponses à votre travail didactique, et ce n'est pas nécessairement dans une préparation a priori qui viendrait fermer le réel dans un mode d'organisation de causalité qui serait prédéterminé. Il n'y a rien de prédéterminé, je vous l'ai dit, dans un préalable. Donc soulagez-vous la conscience sur la préparation. Par contre, faites peser tout votre travail sur l'observation dans la classe de ce qu'il se passe du point de vue des élèves et essayez d'en tirer des conséquences pour préparer la séance suivante. Le travail que vous avez à faire en classe est un travail d'éthologie scolaire, d'observation de l'activité des élèves en train de travailler. Et si vous les observez qui ne sont pas en train de travailler, c'est qu'il va falloir changer quelque chose. Arrêtez de vous regarder le nombril quand vous faites cours. Regardez vos élèves. Troisième élément de complexité, c'est ce qu'on appelle la totalité. J'aime beaucoup cet élément-là parce que c'est vraiment ça le climat scolaire, c'est une totalité. La totalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des personnes qu'il y a dans cet établissement, dans cette salle, est irréductible à l'effet même de cette salle. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que vous allez mettre bout à bout des individus à la chaîne que vous allez obtenir une forme qui correspond à la chaîne. La forme des individus qui sont ensemble dans un même système crée un système qui va bien au-delà. La somme des individus ne fait pas le système. Le système est indépendant de ce qui est des individus qui le composent. Je prends un exemple, si vous voulez bien, dans le cadre du climat scolaire et dans le cadre d'un établissement. Ce n'est pas les intérêts particuliers de chacun des professeurs dans leur salle de cours à 8 heures du matin qui composent la totalité de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire ne se résume pas à la somme des classes qui le composent. Un établissement scolaire va bien au-delà de cela, et ce qu'il produit à voir n'a finalement rien à voir avec ce qui se produit au local dans un coin de l'établissement scolaire. Exemple typique, situation de crise, vous êtes en salle B2, vous faites votre cours de physique, tout va bien, les gamins sont à la paillasse, ils font leur job. À l'autre bout de l'établissement, il y a un petit événement, une violence dans un couloir, qui va déclencher un phénomène de traînée de poudre dans tout l'établissement scolaire et qui va faire qu'à un moment donné, au local, tout paraît bien, au global, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Embrassez toujours la complexité. Essayez toujours de ne pas vous cantonner à votre journée de classe, de cours, mais essayez de comprendre dans quelle organisation vous vous trouvez. Et pour cela, c'est un conseil que je vous donne. Il n'y a aucune consigne donnée au chef d'établissement sur ce sujet. On a tort d'ailleurs. Mais bon, on n'y arrive pas nécessairement toujours, non plus quand on l'impose. Perdez votre temps dans un établissement scolaire. Perdez-vous dans un bahut. Faites une journée d'élèves. C'est quelque chose que j'imposais, moi, comme chef d'établissement. J'avais la chance d'être dans un établissement comme on dit, du 9 cubes, avec des gens qui venaient de Clermont-Ferrand, qui voulaient toujours repartir le week-end très vite. Et je leur disais, écoutez, chers collègues, vous allez aujourd'hui être libérés de cours. Je suis stagiaire, je suis libéré de cours. Oui, mais vous allez faire l'élève de 5e 2. Vous allez vous mettre dans les rangs. Et puis du matin 8h jusqu'au soir 16h30, vous allez suivre les cours d'un élève de 5e 2. En général, ça vaut à peu près 3 semaines de cours à l'ESP. Je suis désolé, mais c'est assez rapide comme transformation. C'est plus jamais ça, déjà. Mais c'est prendre conscience que le tout que vous avez, vous, dans votre tête en tant qu'adulte, n'est pas le tout que l'élève a dans sa tête. Ce que vous vivez, vous, dans l'établissement, l'élève ne vit pas la même chose dans cet établissement. Ce qu'un chef d'établissement vit, non pas dans son bureau, mais dans l'établissement, au quotidien, à la tête d'un établissement scolaire, n'est absolument pas ce que vous vivez. Prenez le temps de vivre dans la peau des autres. Allez voir un conseiller principal d'éducation, passez une journée
à la Visco. Dès le matin, 8 heures. Et vous allez voir ce que Benjamin Moignard appelle le collège invisible. Vous savez, moi je les appelais les boat people. Ce sont des gamins qui, à 8h05, sont virés de cours. Ça, c'est pas nous, c'est vous. Hein. Qui descendent, perlés. Alors évidemment, nos AZEN ne sont pas encore arrivés parce que 8h05, ils sont encore au café. Puis il y a le CPE qui voit descendre. Poum, poum, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15 et une classe. C'est-à-dire que, tout compris, eh bien c'est une classe qui, tous les matins, de tous les niveaux différents, n'a pas cours. Je vous rappelle que l'obligation de scolarité est inscrite dans la Constitution. C'est-à-dire que vous êtes hors la loi. Vous avez un parent qui attaque, vous perdez. Eh bien, ces 30 gamins, c'est assez étrange, mais sur les 30, j'ai fait des statistiques, sur les 30, il y en a 15 qu'on retrouve tout au long de la journée. C'est-à-dire que vous avez 15 élèves qui, tout au long de la journée, passent leur temps à être exclus. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la totalité. Cette compréhension de l'impact que vous pouvez avoir, vous pris individuellement dans un coin, sur l'ensemble du système. Ne l'oubliez jamais, ce qui se passe là a nécessairement un impact ailleurs. C'est ça la logique de système. Tout est lié. Ce qui est certain, nous disent les chercheurs, pas moi, mais les chercheurs, c'est que la relation entre un climat scolaire positif et la réussite des élèves est aujourd'hui bien établie. L'économie, vous allez chercher ça, c'est votre travail, c'est pas le mien d'aller chercher ces documents. Vous allez sur le site de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, vous tapez climat scolaire et apprentissage, et là vous allez avoir une bibliographie d'à peu près 10 000 articles référencés, bon courage. Mais lisez-en en 2-3, et vous allez très vite comprendre. Le climat scolaire affecterait puissamment la motivation à apprendre. Achetez ce numéro spécial, qu'est-ce qu'apprendre? Et vous allez voir qu'en permanence, filtre dans tous les travaux, depuis Stanislas Dehaye, grand neuroéducateur devant l'Éternel, jusqu'à Philippe Mérieux, tout le monde dit la question des conditions d'organisation du travail de l'élève est une condition prioritaire dans la réussite des élèves. Voilà. Favoriserait l'apprentissage coopératif. C'est sûr qu'à partir du moment où on se sent bien dans un collectif, on a plus de chance de travailler ensemble. Nous, en éducation physique, c'est quelque chose que l'on connaît très bien, puisque lorsqu'à un moment donné, on enseigne un jeu sportif collectif, on n'a pas nécessairement en face de joie des collectifs constitués. Il faut qu'on constitue des collectifs. Ce que l'on constate, mais là je parle sous le contrôle des pairs, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns par là-haut, là, j'ai vu quelques survêtements. Ce que l'on constate, c'est que nos enfants aujourd'hui, ils n'ont plus du tout envie de jouer ensemble. Hein. Mais plus du tout. Ah, ils veulent bien jouer en réseau, mais à distance. Mais quand vous les mettez dans une situation d'opposition et de coopération collective, alors là, ça devient très compliqué. Et on voit les phénomènes de discrimination entre eux. Alors, je ne joue pas avec lui. Vous l'avez tous connu, je suis sûr qu'il y en a certains qui ont vécu des grands moments dans les cages de handball, qui veulent être gardiens. Tiens, c'est toi. C'est-à-dire que cette question de la coopération est une question cruciale, qui n'est pas une question innée. On ne naît pas coopératif. On le devient grâce à l'école. Un enfant, par définition, est d'abord et avant tout un égoïste en herbe, un égocentrique. Alors regardez, tous les travaux de la clinique, ils vous le diront. Le gamin, c'est pas un être social. Il le devient au contexte de la société. Donc la coopération, c'est d'abord et avant tout un phénomène culturel, d'acculturation, dirait le roi Gouan, d'acculturation. La cohésion du groupe, le respect et la confiance mutuelle. Ça tombe bien, on a un ministre qui nous a parlé de l'école de la confiance, donc vous voyez, le climat scolaire en plus de ça est dans l'ambiance politique du moment, donc profitons-en, allons-y. Le tout se situant dans le cadre d'une boucle rétroactive, et c'est là que ça devient intéressant, où la qualité des apprentissages agit aussi sur le climat scolaire qui lui-même agit sur les apprentissages. On est dans cette fameuse boucle récursive dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait qu'effectivement le climat scolaire est d'abord et avant tout une affaire de système complexe et dynamique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et ça a été pendant à peu près 10 bonnes années, je parle sous le contrôle de collègues qui ont vécu ça. Dans les années 2010,
le ministère a souhaité mettre en place un dispositif de formation massif à la gestion de classe. Très bien, excellente idée. Mais gestion de classe sans la discipline qui va avec, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous pouvez être un excellent animateur de classe, faire en sorte que votre classe vous foute la paix, mais sans rien apprendre. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent? Parce que je dis souvent, quand je suis un tout petit peu agacé par cette question-là, la raison pour laquelle une grande partie du harcèlement se déroule en classe, c'est parce que les gamins, passez-moi l'expression, je suis désolé, s'emmerdent. C'est-à-dire que quand ils sont en classe, ils n'ont aucun intérêt à travailler avec vous et à travailler avec leurs voisins, ils ont tout intérêt à occuper leur temps, soit sur les téléphones. 55% des élèves déclarent être sur leur portable pendant vos cours. S'il y en a un qui ouvre son portable, ici, il sort tout de suite. Mais certains ont des écrans allumés, qui me dit qu'ils ne soient pas sur quelque chose d'autre que ce qui se passe dans le cours. Nous sommes aujourd'hui des êtres vicariants. Nous pouvons vivre plusieurs vies en même temps. La question est de savoir, est-ce qu'ils sont sur leur tablette ou leur smartphone parce qu'ils sont en contact avec leur petite copine qui est dans la classe d'à côté, ou leur petit copain, ou est-ce qu'ils peuvent faire ça tout en étant capables de travailler? Est-ce qu'on retire ou est-ce qu'on garde les téléphones? C'est une vraie question. Est-ce que ça a un impact sur les apprentissages? Une vraie question. Aujourd'hui, il semblerait que les jeunes, dont vous faites partie, être capables de faire plusieurs choses à la fois. Tant mieux, très bien. Mais est-ce que vous les faites bien? La question des apprentissages disciplinaires doit être au cœur de vos préoccupations. Si vous ne travaillez pas cette question-là, vous serez peut-être de bons animateurs de classe, mais vous ne serez pas des enseignants. Vous aurez peut-être la paix tout au long de votre carrière, mais vous n'aurez pas fait apprendre grand-chose à vos élèves. Vous savez, et là je vous demande d'être extrêmement vigilant sur ce que je vais vous dire. La première des violences scolaires, elle est au fronton, non plus, elle doit être au fronton de votre réflexion. Ça n'est pas le harcèlement, ça n'est pas le cyberharcèlement, ça n'est pas les brimades, ça n'est pas les insultes. Non. C'est l'incapacité irréversible d'un enfant à apprendre. L'incapacité irréversible, je dis bien irréversible, d'un enfant à apprendre. Un enfant qui ne sait pas apprendre devient demain non seulement un adulte décroché de la société, mais très certainement l'incarnation même de ce que pourrait être la violence de demain, c'est-à-dire quelqu'un capable de pouvoir se faire transformer, radicaliser, on est dans les problématiques de radicalisation, parce que incapable de comprendre, ni de s'expliquer ce qui se passe autour de lui. C'est pour ça que je vous dis que l'éducation est nationale. L'incapacité irréversible d'apprendre, c'est vraiment la chose la pire qui puisse arriver à l'être humain. Nous ne sommes que des êtres apprenants. C'est peut-être ce qui nous différencie du règne animal, c'est que nous apprenons tout le temps. Mais si on n'a pas appris à cela, si on n'a pas appris à apprendre, et si on n'a pas trouvé des gens pour apprendre, on n'y arrivera pas. Vous suivez l'actualité, devoir fait. Si vous laissez ça aux associations, si vous laissez ça aux assistants d'éducation, si vous laissez ça à des personnalités extérieures qui sont soi-disant formées à cela, et que vous-même, qui êtes l'incarnation même de ce qu'est l'excellence du savoir à faire apprendre, et que vous abandonnez cela, mais l'école ne nous appartient plus, mesdames et messieurs. La meilleure façon de vous former au métier du savoir apprendre, savoir faire apprendre, c'est de vous mettre non plus face à face avec un gamin, mais côte à côte. Et de lui dire, vas-y, 2x plus 3 égale 0. X égale quoi? Et observer ce qui se passe. Et essayer de comprendre comment l'enfant construit son cheminement mental, comment il résiste, comment il contourne, comment il détourne. Si vous ne faites pas ce travail-là et que vous le laissez faire par d'autres, pour moi, c'est non-assistance à enfants en danger. Je vous le livre tel que je le pense. Donc je vous demanderai le plus vite possible, le plus tôt possible, de rendre
d'aller rencontrer votre chef d'établissement et de vous proposer sur devoir fait. Faites-le. Ce sera la meilleure école de formation, parce que là, vous allez avoir la matière première à côté de vous. Et vous savez à qui on réserve ça dans notre système scolaire, le côte à côte? Réfléchissez bien. Quels sont les élèves qui ont la chance d'avoir un prof pour eux pendant 1 heure? Les élèves de prépa, dans l'école. C'est-à-dire qu'il faut avoir attendu d'avoir fait toute la colonne de distillation depuis la maternelle pour arriver en classe préparatoire. A priori, c'est les moins en but avec l'école. Pour avoir le choix, la chance d'avoir un prof qui vous regarde faire au tableau et qui va vous accompagner. Alors, il va vous mettre 2 à la fin, mais pendant tout le temps du process, il va vous étudier sur votre façon de travailler, la façon de répondre à la question. Trouvez-moi un seul établissement qui, dans l'accompagnement personnalisé, a mis en place ces rencontres individuelles. Il y a même un texte qui interdit le prof d'être seul dans une classe avec un élève. C'est extraordinaire. Aurait-on peur des profs? Perdez du temps avec vos élèves. Gardez les élèves. Regardez ce qu'ils font. Mettez-les par 2, par 3. Regardez la meilleure des combinaisons possibles. C'est ça votre job. Parce que quand vous serez en réunion parents-professeurs, et là on sait que la question de la relation aux parents est fondamentale, eh bien vous saurez expliquer aux parents comment il faut faire à la maison pour aider leur enfant, parce que vous l'aurez fait. Vous le serez continué, cette affaire-là. Combien il me reste de temps, monsieur Oveilly? Plus de temps. C'est fini. 5 minutes. Eh bien écoutez, c'est très bien. Voilà grosso modo comment nous classifions aujourd'hui le climat scolaire. Le climat scolaire, c'est d'abord une mesure sociologique, hein, c'est mesuré par des enquêtes nationales ou des enquêtes locales. Peut-être que dans vos établissements, c'est quelque chose qui va se réaliser. Ces enquêtes sont des enquêtes de victimation, c'est-à-dire qu'on interroge les gamins, mais aussi les enseignants, mais aussi les parents d'élèves, ça va venir, sur leur vécu scolaire, et elles permettent à partir de là de poser un diagnostic et de mettre l'ensemble des personnels en ordre de bataille pour réfléchir aux leviers pour faire évoluer ce dispositif. Je sais que sur l'Académie de Clermont, c'est une des académies les plus dynamiques. Je ne dis pas parce qu'il y a David et Charles qui ont décidé de ne pas me raccompagner à la SNCF, si seulement je dis des bêtises, mais c'est une des académies qui est la plus dynamique dans le déploiement des enquêtes locales. Si dans vos établissements, vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller taper à la porte auprès du chef d'établissement pour voir si ça ne serait pas intéressant de les déployer. Et proposez-vous en tant qu'enseignant stagiaire, éventuellement, pour faire le travail de dépouillement, d'aide au dépouillement et de compréhension, accompagner le process. Parce que vous êtes des enseignants-chercheurs. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, les choses sont réglées. Vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes des enseignants-chercheurs. Il n'y a pas qu'à l'université qu'il y a des enseignants-chercheurs. Il y a des enseignants-chercheurs partout, parce qu'un enseignant qui ne cherche pas est un enseignant perdu. Donc vos mémoires de M2, là, organisez-les autour de ces questions-là. Et si vous avez des difficultés avec vos directeurs de mémoire parce qu'eux, ils veulent vous imposer autre chose, vous avez le directeur de l'ESP, vous avez les équipes qui vous diront « Non, non, très bien, on soutient ». Et faites-le savoir à David et à Charles. Et pourquoi pas organiser une petite réception avec la rectrice, Madame le recteur, pour qu'elle puisse écouter ce que vous avez à lui dire sur ces questions-là. Normalement, tous les mémoires de M2 devraient porter sur les questions d'apprentissage et conditions d'apprentissage. Tous les mémoires de M2. C'est fondamental. C'est votre job. J'ai essayé de vous le démontrer pendant les 3 quarts d'heure qui m'ont été donnés. Donc les enquêtes locales peuvent être un bon levier pour vous, pour comprendre ce qu'il y a derrière la notion de climat scolaire. C'est un matériau composite, dit-on. J'aime bien les matériaux composites parce qu'en fait, ils sont façonnés par l'homme. Ils ne sont pas dans la nature. Donc ça veut dire que c'est culturel. Il y a 5 facteurs qui contribuent à la construction d'un climat. Le premier, et il est fondamental, c'est le facteur relationnel. On appelle ça le climat relationnel d'un établissement scolaire. Et je suis certaine et certain que la plupart d'entre vous, vous l'avez vécu ça. Vous arrivez dans un bahut, waouh, il y a quelque chose. Ou alors, ça va être dur. C'est ça le climat relationnel. C'est l'accueil. J'avais un collègue, inspecteur général d'établissement vie scolaire, qui m'emmenait quand j'étais
proviseur vie scolaire dans Kevin Rennes, il m'emmenait dans les établissements et il me dit, André, je vais te dire, il y a 3 choses qu'il faut aller voir dans un bahut avant même de rencontrer le chef d'établissement. La première chose, c'est arriver dans le bahut sans prévenir personne. Et là, tu vois tout de suite si tu es accueilli ou si tu n'es pas accueilli. Il y a 2 façons d'accueillir. C'est qu'est-ce que vous faites là? C'est un service public, hein. Donc l'école est ouverte normalement. Je ne vais pas dire ce que je fais là. Je rentre dans une entreprise, oui, ça peut s'entendre. Ou alors c'est bonjour. Vous cherchez quelque chose? Ah, c'est pas la même. C'est aussi simple que ça. Ou parfois c'est se retrouver dans le hall. Il y a quelqu'un? Il n'y a vraiment personne. Je peux avoir une... Voilà. L'accueil, c'est ça. La deuxième chose qu'il me disait, et je vous invite à faire l'expérience, je suis un peu trivial, mais c'est pas grave, c'est n'allez pas aux toilettes des profs, allez aux toilettes des élèves. Faites l'expérience, même si vous en souvenez un peu. Retournez dans les toilettes des élèves. Et vous allez voir que le CESC a pas mal de choses à faire. Vous allez comprendre qu'effectivement, le rôle des enseignants est essentiel dans les CESC sur ces questions-là. Parce que l'insécurité, ça commence par ça. Vous avez aujourd'hui à peu près 10 à 15% de jeunes filles qui ne vont pas aux toilettes, qui s'interdisent d'aller aux toilettes toute la journée. Parce que c'est juste pas possible. Est-ce que c'est entendable si les besoins primaires, fondamentaux, ne sont pas assurés? Comment voulez-vous qu'un élève puisse écouter votre cours si depuis 3 heures, depuis 4 heures qu'il est dans le bahut, il n'a toujours pas pu aller aux toilettes? Donc faites l'effort. Et la troisième chose, c'est la cantine. Eh oui. Vous voyez, ce sont les besoins primaires, fondamentaux, ceux qui organisent et structurent notre bien-être. Le deuxième facteur, c'est le facteur, c'est ce qu'on appelle le climat éducatif. Le climat éducatif, c'est différent du climat relationnel. Le climat relationnel est vraiment global. Le climat éducatif, c'est est-ce que toutes et tous dans un établissement scolaire, on est bien au service de la même chose? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs sur la question éducative? Est-ce que si un parent d'élève discute avec un chef d'établissement, il entendra la même chose que s'il discute avec un prof et entendra la même chose s'il discute avec un agent? Vous voyez? Eh bien, je peux vous dire que ça, c'est pas garanti dans un établissement scolaire. C'est un peu cacophonique. Et ça, pour un enfant, il n'y a rien de plus déstabilisant que d'entendre des choses dissonantes. Donc, quand vous êtes dans une équipe pédagogique pour une classe, commencez déjà à vous rencontrer un petit peu et mettez-vous d'accord sur ce que vous allez dire aux élèves. Vous pouvez ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais vous devez être d'accord sur l'essentiel. Parce que si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas de fil entre vous, et l'élève, lui, va passer d'un monde à un autre. Faites l'expérience que je vous disais d'une classe de 5e. Vous allez voir les mondes par lesquels les élèves passent. Français, maths, EPS, histoire, géographie. Waouh! Chaque fois, c'est des mondes différents. Des conditions d'organisation du travail différentes. Et il s'adapte en permanence. Il passe son temps. En fait, il passe son temps à s'adapter. Il n'apprend pas, hein, il s'adapte. Troisième climat, après le climat relationnel, le climat éducatif, c'est le climat de sécurité. On en a parlé, je ne reviendrai pas dessus, malgré qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel nous baignons, la question de la sécurité, ce n'est pas l'affaire des équipes mobiles de sécurité, ce n'est pas l'affaire des chefs d'établissement, c'est l'affaire de tout le monde. La première des sécurités, c'est celle que vous allez porter en termes d'attention à l'autre. Attention à l'autre, ce n'est pas faire attention à l'autre, c'est porter une attention sur l'autre. C'est le regard porté sur l'autre, non pas porté sur votre petit problème, mais porté sur l'autre. Je disais souvent à mes profs, évitez de prendre toujours le même chemin quand vous venez à l'école. Variez les plaisirs. Traversez les cours de récréation, promenez-vous dans les couloirs. Si vous venez à pied, prenez pas toujours le même trajet. Eh bien oui. Parce que c'est autant d'endroits que vous allez rencontrer les élèves, et donc autant d'endroits où vous allez garantir leur sécurité parce que vous êtes l'adulte de référence. Et ça, les gamins le savent. Je vous rappelle que 8 élèves sur 10 disent avoir confiance en leur professeur. 8 élèves sur 10. Ça se gagne une confiance et ça se conserve. Quatrième climat, le climat de justice. Le climat de justice, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'empathie totale et généreuse.
Ça veut dire qu'à un moment donné, si seulement vous voulez sanctionner un élève, il va falloir tout simplement lui expliquer. Tout simplement. 70% des élèves considèrent que vous êtes injuste. C'est beaucoup, hein? 7 sur 10 qui se disent, avant même de vous voir, oh là, il va être injuste. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les appréciations. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'attitude que vous adoptez vis-à-vis d'un gamin qui vous pose problème. C'est la non-attention que vous lui portez, c'est le jugement que vous portez hâtif, parce que vous êtes en colère, et vous avez le droit d'être en colère, c'est pas interdit d'être en colère. Mais c'est interdit à un moment donné de faire porter la responsabilité totale à l'enfant sur votre colère. Oui, ça c'est interdit. Et le dernier climat, qui est peut-être le plus important, peut-être, qui en fait fait la synthèse des 4 autres, c'est le climat d'appartenance. Parce que d'ores et déjà, vous appartenez à une communauté, c'est la communauté éducative dans laquelle vous enseignez. Si vous ne vous sentez pas à l'unisson de l'établissement, si vous ne vous sentez pas porté par les valeurs de l'établissement, porté par le projet d'établissement, porté par ce qui fait en sorte que quelque part, à un moment donné, vous vous sentez contributeur de ce projet collectif, il n'y aura pas de collectif. Le sentiment d'appartenance, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, vous n'êtes pas sur la défensive, vous n'êtes pas là pour défendre l'école, vous êtes là pour tout simplement l'incarner. Et pour l'incarner, il faut se sentir avec les autres. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans l'acte de collaboration que vous allez construire entre vous, que vous allez le construire. Voilà. Et puis je terminerai sur cette note, mais que j'ai développée tout au long de mon propos, qui est un élément conclusif. Eh bien, c'est aussi une façon de penser sa place dans la classe, dans l'établissement et dans l'institution scolaire. On a parlé un peu de la classe, on a parlé un peu de l'établissement, mais on a peu parlé de l'institution scolaire. Soyez curieux du ministère de l'Éducation nationale. Apprenez à connaître le nom de votre recteur. Venez dans les services déconcentrés des académies. Venez voir les hommes et les femmes qui, à un moment donné, s'occupent de vos dossiers administratifs. Allez de temps en temps faire un tour sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Arrêtez d'aller sur YouTube. Allez plutôt sur le site EduScol. Arrêtez d'aller taper sur Internet leçon 2, cycle basketball 5e. L'institution vous parle en permanence, peut-être mal, peut-être pas de façon très organisée, mais elle vous parle tout le temps, vous n'êtes pas seul. Donc faites-lui confiance, elle vous fera confiance. Merci beaucoup. Mais non. On fait une pause peut-être, ça? Petite pause? Cette intervention a été d'une richesse. Vous ne pouvez pas faire une petite pause? Il vous faudra, je pense, des jours.